Épouvantable bain de sang à Sarajevo, un obus a explosé sur un marché à une heure de grande écoute. Plus de 60 morts. Nous retrouvons en direct notre envoyé spécial à Sarajevo. À Rennes, l'ancien Parlement de Bretagne a été ravagé par un incendie la nuit dernière, un sinistre qui pourrait être une conséquence de la manifestation des marins-pêcheurs. Ce Parlement qui abritait entre autres les dossiers du juge Van Riebeeck était l'un des joyaux du patrimoine français. Invité de ce journal en direct de Rennes, le maire de la ville, Edmond Hervé, qui proteste contre l'inefficacité du service d'ordre hier, alors que Charles Pasqua met en cause l'irresponsabilité de certains élus. Malgré les nouvelles mesures annoncées en leur faveur hier à Rennes, les marins-pêcheurs ne semblent pas décidés à mettre fin à leur mouvement. Dernier titre, c'est aujourd'hui que prend effet la prime de 5 000 francs pour l'achat d'une voiture neuve en échange d'un véhicule de plus de 10 ans. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est l'escalade de l'horreur à Sarajevo. Un obus de fort calibre est tombé ce matin sur le principal marché de cette ville, à une heure de grande affluence. Le dernier bilan fait état de 61 morts et de 140 blessés. Françoise Joly. Pour lui, il est déjà trop tard. L'urgence, c'est d'évacuer ceux qui vivent encore. Au milieu de ces étals, de ces corps déchiquetés, un seul mot. Catastrophe. Catastrophe. Et pas le temps d'improviser des civières. Les blessés, plus de 200 personnes, sont transportés avec les moyens du bord, chargés à l'arrière de camions ou dans des coffres de voitures. Tous sont des civils, beaucoup des personnes âgées. Jamais le plus grand marché de Sarajevo n'avait été bombardé, protégé, disait-on, par des immeubles de plusieurs étages. Il a donc fallu viser très précisément ce matin un seul obus pour un carnage et la mort assurée. À l'hôpital Kosevo de Sarajevo, le service d'urgence est débordé. Les derniers blessés sont étendus dans les couloirs, les entrées. Les morts, plus de 60, sont transportés pour la plupart à la morgue de l'hôpital. Une équipe d'experts, des casques bleus, est immédiatement envoyée sur les lieux du bombardement pour tenter de déterminer l'origine de l'obus qui a frappé le marché. Nord-nord-est, dit ce casque bleu. Mais si les conclusions définitives de la FORPRONU ne sont connues que demain, pour les autorités bosniaques, pas de doute. Le projectile provient des positions serbes. Certaines sont postées précisément au nord-est de Sarajevo. Radovan Karadzic, le leader serbe bosniaque, a lui accusé les musulmans de Bosnie d'avoir eux-mêmes bombardé le marché pour torpiller les prochaines négociations de paix à Genève. Mais hier, c'est le chef de la FORPRONU lui-même, le général Mike Rose, qui avait tenu les Serbes responsables de la mort de 9 civils dans la banlieue de Sarajevo. C'est de loin le massacre le plus meurtrier depuis le début du siège de la capitale bosniaque. Il y a de cela maintenant 22 mois, un siège au cours duquel près de 10 000 habitants de Sarajevo ont perdu la vie. Nous retrouvons en direct de cette ville Jean-Jacques Le Garec. Bonsoir Jean-Jacques, merci d'être avec nous. Bonsoir. Quel est ce soir, pourrait-on dire, l'état d'esprit des habitants de Sarajevo? C'est évidemment un choc terrible, c'est l'attentat et le massacre le plus grave depuis le début de cette guerre. Tous les gens qui vivent à Sarajevo et qui sont ici en permanence ne s'habituent jamais à cette accumulation d'horreur qui nous revient tous les jours. Là, on a atteint un point d'horreur assez intolérable et beaucoup de photographes ce matin hésitaient à faire des photos et ont mis longtemps avant de reprendre leur métier, car tout le monde ici a été choqué et a arrêté de travailler, a arrêté de pouvoir vivre dans cette ville. François Joly le disait il y a un instant, chacun, bien sûr, chaque communauté, chaque camp se rejette la responsabilité de cet épouvantable massacre. Est-ce que vous avez des précisions sur l'origine de ça? Écoutez, cette polémique est ici presque aussi insoutenable que les bombes elles-mêmes. Depuis 22 mois, cette ville est bombardée. Il y a des snipers, des tireurs embusqués, il y a des obus qui tombent tous les jours. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'un obus est très meurtrier, il y a une analyse de cratère qui est faite par la FORPRONU et il y a un long délai avant de pouvoir réellement dire d'où vient l'obus. Cette polémique est ici presque aussi insoutenable que les obus eux-mêmes. Il faut dire que la provocation peut venir des deux côtés, mais on ne peut pas s'enfermer en permanence dans ce genre de débat. Les populations ici refusent complètement de voir à la fois l'horreur et d'imaginer une horreur encore plus grande en voyant les obus venir de leur propre côté. La polémique est toujours la même et le président Izetbegovic disait cet après-midi dans une conférence de presse que si un jour il était assassiné, eh ben, les adversaires prétendraient qu'il s'est lui-même suicidé.
Hier, après le bombardement de l'ancien village olympique qui avait tué 8 personnes, dont 2 enfants, l'enquête conduite par les casques bleus sur place avait conclu avec certitude à la culpabilité des forces serbes de Bosnie. Et le nouveau patron de la Force-Pronu, le général britannique Michael Rose, avait affirmé qu'il fallait, je le cite, que les responsables soient confrontés à leur action criminelle. Alors Jean-Jacques, est-ce que les casques bleus vont, selon vous, réagir plus fort et est-ce qu'on envisage sérieusement ces frappes aériennes sur place ? Vous savez, les casques bleus sur le terrain sont un peu pris en porte-à-faux entre cette horreur de plus en plus grave, cette folie meurtrière qui entoure la population, et les populations de plus en plus exaspérées par leur attitude, non pas leur attitude en tant que casque bleu, mais l'attitude de la communauté internationale qui n'intervient pas. Concernant la seule réaction possible pour les mortiers et les canons qui tirent sur Sarajevo, il n'y a que l'intervention aérienne. Or, pour l'intervention aérienne aujourd'hui, la seule décision qui peut être prise sur les territoires de l'ex-Yougoslavie le sont par Yasushi Akashi, qui est le représentant spécial de Boutros Boutros-Ghali, le secrétaire général de l'ONU, et qui est en poste à Zagreb. Il ne peut en décider qu'en cas d'agression caractérisée contre les casques bleus. Donc, à Sarajevo, quand des obus tombent, personne ne peut décider de réagir et d'interdire ce genre de bombardement. Merci beaucoup Jean-Jacques Le Garec. Je rappelle que vous êtes pour France 2, notre envoyé spécial dans cette ville de Sarajevo. Via un communiqué du Quai d'Orsay, la France a vigoureusement condamné ce nouveau massacre de Sarajevo, exprimant, je cite, son horreur et son indignation devant ces actes odieux. Le nouveau secrétaire d'État américain à la Défense a de nouveau menacé les belligérants de frappes aériennes par les avions de l'OTAN, rappelant que le président Clinton avait promis que les États-Unis ne permettraient pas que Sarajevo soit étranglé. En France, c'est la consternation à Rennes après l'incendie qui a ravagé la nuit dernière l'ancien Parlement de Bretagne, l'un des joyaux du patrimoine français. Un incendie qui pourrait avoir été provoqué par l'une des nombreuses fusées de détresse lancées par les manifestants dans l'après-midi. Un sinistre qui risque également d'avoir des conséquences politico-judiciaires, car ce bâtiment abritait le bureau, mais aussi les dossiers et surtout les dossiers du juge Van Rynbeek. Reportage de nos correspondants Jacques Deveau, Jean Boulaine. Le feu implacable. Il n'aura fallu que quelques heures pour qu'il détruise aux 2/3 un bâtiment qui a traversé plus de 3 siècles. Du Parlement de Bretagne, les 120 pompiers présents ne pourront sauver que le premier étage et le rez-de-chaussée. Personne ne peut pour l'heure expliquer les causes du sinistre, mais beaucoup pensent à la violente manifestation de la journée. Des témoins ont vu des fusées de détresse toucher le bâtiment. Il était 4 heures, j'étais juste à l'embouchure là. Il y avait tous les lacrymos dans la rue et il y a une bombe fumigène rouge qui est tombée juste là. On voit là, à l'endroit derrière le parapet, elle a cramé 5 minutes quoi. Au matin, une scène de désolation s'offre aux yeux des Rennais accourus en masse. Toute la journée, on se presse pour voir les dégâts, l'émotion est vive. Quand j'ai vu ce matin, moi j'ai pleuré parce que c'est vraiment... Je peux pas y croire. Hein. On a l'impression que c'est un cauchemar de voir ça. C'est une grande perte pour la Bretagne. C'est une grande désolation. Moi, je suis très attristé avec mon fils. Il me dit, on en parlait. On est très bouleversés, franchement. Le Parlement de Bretagne abrite la cour d'appel de Rennes. L'incendie va donc perturber le fonctionnement de la justice. Des dossiers criminels sont partis en fumée. C'est là également que le juge Van Rynbeek avait son bureau. L'enquête c'est secondaire, je crois que là il y a un bâtiment extraordinaire qui a été brûlé, enfin, c'est atterrant, je suis atterré. Je crois que le reste, vous savez, le papier... Pour votre travail, ça remet des choses en cause? Je crois que c'est pas le plus important. Quant au patrimoine culturel qui a beaucoup souffert, les pompiers ont réussi tout de même à sauver le joyau, la grande chambre. Des œuvres d'art qui sont donc attribuées à des grands artistes, tout le décor de la grande chambre, toutes les salles décorées sont restaurables. Donc on ne peut pas considérer qu'il y ait une perte irrémédiable d'une œuvre d'art, si ce n'est l'immeuble lui-même. Ironie du sort, l'incendie a permis de découvrir des décors de papier peint cachés dont on ignorait l'existence. Mais dans le cœur de tous les Bretons, l'irréparable s'est produit cette nuit. Ce palais avait été construit dans la première moitié du XVIIe siècle pour abriter le Parlement de Bretagne fixé à Rennes sous Henri IV. Considéré comme l'un des plus beaux bâtiments de la Bretagne dont il symbolisait l'histoire, ce Parlement était l'un des monuments les plus visités de la région. Frédéric Crotta. C'était l'un des monuments les plus beaux de Bretagne. Avec lui, la place royale constituait un ensemble architectural hors du commun.
Le Parlement a été construit au début du XVIIe siècle sur les plans des architectes Salomon de Brosse, celui qui réalisera plus tard le Palais du Luxembourg à Paris, et de Germain Gauthier. La charpente était un modèle unique fabriqué par des charpentiers de Saint-Malo. Les différentes salles abritaient des peintures et des dorures inestimables et regorgeaient de tapisseries des Gobelins. Historiquement, le Parlement était le symbole de la résistance des Bretons au pouvoir central. En janvier 1789, la bourgeoisie organisait le premier mouvement de révolte contre les nobles, préfigurant la Révolution française. En 1720, le Parlement avait été épargné lors du grand incendie de Rennes. Ironie du sort, après 2 ans de travaux, la rénovation du bâtiment était sur le point de s'achever. Avec nous en direct de Rennes, le maire de la ville, Edmond Hervé. Bonsoir, monsieur le maire. Avant de parler un peu plus longuement des manifestations d'hier, un mot de ce drame, de la disparition de ce Parlement de Bretagne. Est-ce que vous avez des informations sur l'enquête? Est-ce que ce sinistre est vraiment, est-ce qu'à l'origine de ce feu, il y a vraiment ces fusées de détresse, comme on l'a dit au tout début? Je n'ai pas d'informations sur l'enquête et nous verrons ce qu'elle produira. Simplement, je veux dire que tout comme les Rennais, je suis très cruellement frappé et attristé par ce qui vient de se passer. C'est tout un symbole de la Bretagne, mais aussi de notre pays, puisque la Révolution française a commencé là. C'est le lieu de la justice. C'est un lieu de fierté pour les Rennais qui vient de disparaître, et je souhaite que ce lieu revive très très rapidement. Alors après les très violents affrontements dont votre ville a été le théâtre hier, vous avez porté plainte contre X car vous estimez que le maintien de l'ordre a été uniquement assuré autour de la préfecture où se trouvait le Premier ministre et le long de son cortège officiel. Si je porte plainte contre X, c'est parce que des dégradations ont été commises. Alors concernant le maintien de l'ordre, je suis obligé de constater que l'État, hier, n'a pas assuré le maintien de l'ordre et la sécurité de la ville. Il a privilégié la préfecture, il a privilégié le long du cortège officiel, mais je regrette de devoir dire que le centre-ville n'a pas reçu la présence qu'il aurait dû recevoir, et j'ai vu moi-même, pendant 1h30 de mon bureau, la place de la mairie être cassée, parcourue par un certain nombre de casseurs, sous les yeux des forces de l'ordre. Je ne comprends pas cela. Alors vous le savez, il y a déjà justement une polémique. Charles Pasqua l'a évoqué ce matin, c'était à l'occasion de la journée du mouvement national des élus locaux. Le ministre de l'Intérieur a vigoureusement dénoncé, vous allez l'entendre et vous pourrez répondre après, il a vigoureusement dénoncé les violences qui ont marqué donc cette manifestation hier à Rennes. Écoutons le ministre de l'Intérieur. Il y a une certaine hypocrisie de la part de certains de ces élus qui, après avoir appelé à manifester et à s'être placés en tête de la manifestation, sans avoir à aucun moment lancé un appel au calme, se plaignent aujourd'hui des conséquences de ces manifestations. Voilà, monsieur Hervé, est-ce que vous vous sentez visé par cette attaque? Du tout, et je ne suis pas homme de polémique. Simplement, je veux apporter quelques précisions. Tout d'abord, n'oublions pas l'essentiel. Ce sont les revendications légitimes du monde de la pêche. Je pense à ce monde de la pêche ce soir. Ils font partie de notre patrimoine. Ce sont des hommes et des femmes qui ont le droit au respect, au nom de la solidarité. Deuxièmement, j'étais dans la réunion présidée par le Premier ministre Balladur et coprésidée par M. Pasqua. Je m'étonne qu'au cours de cette réunion, à aucun moment, le ministre de l'Intérieur ne m'ait fait parvenir des renseignements sur l'état de ce qui se passait dans ma ville. En tant que maire, j'étais fondé à recevoir de la part du ministre de l'Intérieur ce genre de raisonnement et ce genre de renseignements. Et puis, troisième observation, je connais un député qui a effectivement appelé à la manifestation et qui a aussi financé, si j'ai bonne souvenance, un car pour que des élus du pays bigoudin participent à la manifestation. Ce député, c'est un député du CDS, M. Ambroise Guélec. Il ne faut pas que l'on polémique sur ce genre de choses. C'est trop sérieux. Toute dernière question, M. Hervé. Est-ce que vous avez été étonné, surpris d'avoir été molesté hier par certains manifestants? Ceci est secondaire. Je suis un homme politique, j'assume. Simplement, j'ai vécu des moments difficiles, mais j'assume toutes mes responsabilités. Ceci aurait pu être très grave. Merci beaucoup Edmond Hervé, maire de Rennes. Vous étiez en direct de votre ville. Merci pour ce témoignage.
De retour de cette manifestation de Rennes hier soir, certains manifestants ont saccagé à nouveau des entrepôts frigoritifs, notamment à Nantes ou encore à Saint-Brieuc, ainsi que des magasins de surgelés près de La Rochelle. Les ports de Dunkerque et de Calais ont en revanche été débloqués en fin de matinée. Après l'annonce hier de nouvelles mesures en faveur des marins-pêcheurs, des mesures qui complètent le premier plan d'urgence de 300 millions de francs annoncé mercredi, et ensuite avec la décision par la Commission de Bruxelles de l'instauration provisoire de prix minima à l'importation pour certaines catégories de poissons, les marins-pêcheurs ne semblent pas décidés à désarmer. Ceux de Guilvinec, d'où est parti le mouvement, ont en tout cas décidé de ne pas reprendre la mer lundi matin. Nos envoyés spéciaux, Antoine Cormery et Dominique Bonnet, sont allés à l'école de pêche du Guilvinec, où l'on n'est d'ailleurs pas très optimiste, vous allez le voir, sur l'avenir de la pêche. C'est devenu une tradition. Au Guilvinec, tous les ans, début février, c'est le goûter des enfants de marins. Et comme on n'est pas en Bretagne pour rien, question pâtisserie, c'est du top niveau. Une spécialité bretonne, du phare, du 4 quarts, des gâteaux, des flans, enfin un peu de tout quoi. Seulement voilà, cette année, le goûter manquait d'entrain. Le cœur n'y était pas. Les gens sont rentrés hier de Rennes aussi et puis ils n'ont pas le moral, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils devaient obtenir, alors bon, ils n'ont pas le moral. Dans cette école de pêche, l'une des plus importantes de France, ils sont une cinquantaine de jeunes à se destiner au métier de la mer. Pour beaucoup, le CAP approche, les incertitudes aussi. Crise de la pêche, on commence à se demander des questions pour la fin de l'école, pour l'examen. Mais autrement, on va voir avec le temps si tout va aller mieux. Si jamais on sort de l'école et puis qu'on trouve plus de bateau pour aller en mer, ou bien si on trouve mais qu'on n'a rien pour 15 jours de mer, c'est pas valable non plus, quoi. En signe de solidarité avec leurs aînés marins-pêcheurs, les 50 élèves se sont mis en grève toute cette semaine. Les bateaux ne sont pas sortis en mer, eux ne sont pas allés en cours. Certains sont même allés manifester à Rennes hier, car la chute des cours du poisson les menace aussi directement. Un jeune qui sort de l'école peut espérer avoir du travail. L'embauche existe. Mais la difficulté, c'est le salaire. Il va toucher, on estime à peu près entre 3 et 5 000 francs par mois. Et autrefois, ce salaire était meilleur, avec des cours meilleurs. Lundi matin, Johan et Jean-François reprendront le chemin de l'école de pêche au Guilvinec, peut-être moins insouciants que ceux qui les ont précédés. Socialistes, communistes, écologistes et sympathisants de gauche se retrouvent tout ce week-end à Paris à l'occasion des premières assises de la transformation sociale. But de la manœuvre, renouer le dialogue, trouver des idées nouvelles pour reconquérir l'opinion après la déroute électorale de mars dernier. Reportage Roland Sicard, Jean-François Becquet. Pendant un bon moment, tout le monde s'est demandé pourquoi Dominique Voynet hésitait à entrer. D'autant qu'à l'intérieur, l'ambiance semblait plutôt bonne. Des socialistes, des communistes de toute obédience, des écologistes, tout ce petit monde ensemble, du coup, Michel Rocard pouvait être optimiste. J'attends de tout ce mouvement, mais j'espère que les autres en attendent la même chose, que toutes les forces disparates, qui espèrent à changer ce pays en mieux, à le rendre plus solidaire, se comprennent, s'écoutent et se rencontrent. En tout cas, Dominique Voynet est finalement entré. Cela en valait la peine. Exemple, un communiste contestataire et un communiste orthodoxe qui sont d'accord, c'est plutôt rare. C'est vrai que ça me rappelle un peu il y a 25 ans, quand il y avait le début d'un espoir. Il faut faire un rassemblement majoritaire, sinon on va subir la droite ad vitam aeternam. C'est une perspective effroyable. Et finalement, on a cru comprendre pourquoi Dominique Voynet avait attendu. C'est que Dominique Voynet préparait quelque chose, c'est elle qui allait faire entendre la fausse note de la journée. Je pense que les arrière-pensées de certains ne sont pas tout à fait pures et qu'ils ont à la fois la main sur le cœur et l'œil sur le calendrier électoral. Mais personne n'est dupe. Alors les choses sont bien claires, nous venons ici pour discuter et nous ne nous laisserons pas prendre en otage par qui que ce soit. Tout ne va donc pas encore pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, mais l'important pour le PS, c'est que tout le monde soit là et que Michel Rocard apparaisse comme un possible fédérateur. Moins d'un an après l'échec historique des législatives de 93, c'est déjà un petit exploit. Le reste se jugera lors de la présidentielle et ce sera sans doute une toute autre paire de manches. Invité demain de l'heure de vérité à midi sur France 2, le nouveau secrétaire national du Parti communiste, Robert Hue. Au 9e congrès du Front National, Jean-Marie Le Pen, seul candidat, a été réélu cet après-midi par acclamation à la présidence de ce mouvement. À l'appel de plus de 80 organisations, plusieurs milliers de personnes ont manifesté cet après-midi dans les rues de Paris contre le racisme et plus précisément contre les lois sur l'immigration votées récemment à l'instigation de Charles Pasqua. Reportage Éric Lemasson, Denis Pardano.
C'est bien connu, la musique rassemble les cultures. Alors, une manifestation contre le racisme se devait de commencer par un air de musique. Cet après-midi à la Bastille, l'ambiance était à l'image de leur idée de la France, jeune, joyeuse et surtout multicolore. Mais c'est aussi pour militer que 12 à 15 000 personnes s'étaient donné rendez-vous sur le pavé. 80 organisations représentées, mais un seul slogan, abrogation des lois dites Pasqua, loi sur les conditions de séjour des étrangers, sur la réforme du code de la nationalité, sur les contrôles d'identité. Nous pensons que beaucoup de gens compatissent à ce qui arrive aux étrangers, compatissent à ce qui leur arrive, et nous pensons que les Français n'ont pas encore, sont pas encore passés de la compassion à la compréhension des mécanismes civiques et politiques et sociaux qui sont à l'origine de ces lois. De Bastille à Gare de l'Est, ils ont marché, ils ont chanté. C'était leur première manif depuis l'entrée en vigueur du nouveau code de la nationalité. François Mitterrand, Édouard Balladur et de très nombreuses personnalités politiques françaises assisteront lundi à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire aux obsèques solennelles du président Houphouët-Boigny, décédé le 7 décembre à l'âge de 88 ans. En fait, les cérémonies funéraires ont déjà commencé là-bas il y a 3 jours. Reportage de nos envoyés spéciaux Richard Binet, Yann Jiquel. Scène de deuil en Côte d'Ivoire. On chante, on danse, on rit et puis parfois on pleure. Les tambours l'ont annoncé, le cortège qui emmènera à la dépouille d'Houphouët-Boigny d'Abidjan à Yamoussoukro s'arrêtera à Yopougon, un faubourg déshérité d'Abidjan. Alors Yopougon, la pauvre, s'est apprêtée pour accueillir son président, car pour les Baoulés, Houphouët-Boigny est toujours vivant. Un chef éléphant, ça ne meurt pas, ça s'en va, c'est tout. Ne pleurons plus, c'est la séparation, nous fêtons celui qui part. Et un patriarche comme celui-là, eh bien, on ne peut pas ne pas fêter. Celui-là est un chasseur porocolais, d'origine burkinabé et ivoirien d'adoption. Il a parcouru 800 km avec son fusil pour saluer à sa manière son président. Je suis arrivé en 52. Houphouët nous a très bien accueillis, alors je suis venu tirer quelques coups de fusil en son honneur. Loin des tam-tams de Yopougon, Abidjan célèbre aussi celui qui durant 34 ans a dirigé le pays. Sous les regards de sa veuve Thérèse et du nouveau président Henri Konan Bédié, les Abidjanais rendent un ultime hommage à celui qu'ils appelaient affectueusement le vieux. Il était tout pour nous, quoi. Vraiment, il a trop fait pour la Côte d'Ivoire. C'était d'abord un père, c'était d'abord un président, c'était d'abord un homme qui a élevé le nom de la Côte d'Ivoire hors du pays. Le cortège s'ébranle vers la dernière demeure du président, son village natal devenu capitale, Yamoussoukro. À Yopougon, les tam-tams battent toujours. Arrive enfin le convoi, toute sirène hurlante, qui passe sans s'arrêter. Jamais de son vivant, le président n'aurait toléré cela, ont dit les anciens. L'après-Houphouët a déjà commencé. En son temps, Jacques Brel avait célébré sur un air de valse la vache à 1000 francs. Maintenant, c'est la voiture à 5000 francs. Depuis hier, une aide de 5000 francs est, vous le savez, accordée par l'État à tout acheteur d'un véhicule neuf qui abandonne sa voiture de plus de 10 ans, à condition qu'elle soit en état de marche. Et c'est important. Reportage Renaud Fessaguet et Christophe Vignal. Ce n'est pas encore la cohue, ni la grande affluence, mais la prime de 5000 francs promise par l'État commence déjà à réveiller un marché passablement sinistré. Depuis hier, les halls d'exposition se remplissent, les premières commandes se signent. Bref, la voiture Balladur est peut-être l'avenir de l'automobile. Ça a été un plus, c'est certain. C'est certain, absolument. On a sauté un peu sur l'occasion, on a une voiture qui est assez ancienne et on en profite, si vous voulez, de ces occasions-là pour la changer. Pour bénéficier de la prime d'État, plusieurs conditions. Acheter une voiture neuve, française ou étrangère, présenter une carte grise montrant que votre ancien véhicule a plus de 10 ans et surtout prouver qu'il est en état de marge. Du travail en perspective pour les concessionnaires. Qu'est-ce qu'on va contrôler? Qu'elle soit en état de marche déjà, simplement, qu'on puisse faire le tour de pâté de maison sans tomber en panne avec. La voiture a beau être la première mythologie française, la prime d'État ne suffira pas à décider les hésitants. Les constructeurs le savent bien, c'est pourquoi ils proposent tous, en plus, une reprise de 3 à 10 000 francs selon les modèles. Nous, chez Renault, nous aidons nos clients. Par exemple, sur une Twingo, nous offrons un plus de 3 000 francs. L'aide de l'État de 5 000, ça fait donc 8 000. Certains modèles, comme la Clio, 5 000. 5 000 balles, d'accord. Mais après, les gens, comment ils font pour payer? C'est les gens qui sont au chômage ou qui sont victimes, c'est les gens du chômage. Vous vous rendez compte? Donc c'est un piège.
Piège ou pas, la prime d'État permettra sans doute de vendre plusieurs milliers de véhicules supplémentaires cette année. C'est toujours ça de prix pour une industrie qui a vu ses ventes chuter de 18% l'an dernier. Deux mots de sport pour vous signaler tout d'abord qu'Arnaud Butch disputera demain la finale du tournoi de tennis de Marseille face au tenant du titre, le Suisse Marc Rosset. Dans le tournoi des 5 nations de rugby, l'équipe du Pays de Galles, prochain adversaire du 15 de France, a confirmé sa bonne forme actuelle en gagnant cet après-midi à Dublin. Autre victoire à l'extérieur, les Anglais qui ont battu les Écossais au terme d'un suspense digne d'Hitchcock. Commentaire Laurent Frédéric Bollet. Le chant s'appelle Flowers of Scotland et n'en déplaise à l'anglais Andrew qui baille, tout un peuple est venu communier et pousser l'Écosse. Le seul essai du match est justement écossais signé Wainwright, musique triomphante lorsque se profile la défaite de l'ennemi séculaire, l'Angleterre. Mais la musique s'arrête quand les Anglais répondent au coup par coup avec les pénalités de Callard qui ne rate rien. 12-11 pour l'Angleterre à 1 minute de la fin du match. L'Écosse tente le tout pour le tout. Townsend devient un héros national. Le drop est réussi, cette fois c'est sûr. L'Écosse va donc gagner de 2 points. Mais de nouveau les cœurs qui se figent. Pénalité pour l'Angleterre dans les arrêts de jeu. Callard, encore lui, ne laisse pas passer l'occasion. Il est le bourreau des Écossais. Score final 15-14. L'Écosse est meurtrie. La Rose a donc eu raison du chardon. Dans le même temps, le match Irlande-Galles a sans doute tenu à cette pénalité irlandaise qui échoue sur le poteau. Dommage, le Pays de Galles l'emporte donc 17-15. Les Français sont prévenus. Dans 15 jours, ils se déplacent à Cardiff. Les Gallois joueront pour une 3e victoire consécutive. Dans le dernier journal, vers minuit, Catherine Sellac reviendra bien évidemment sur le massacre de Sarajevo, où je vous rappelle, la chute d'un obus sur le principal marché de la ville a fait au moins 61 morts. Un drame qui, pour l'instant, n'a suscité dans les capitales occidentales que des communiqués attristés, à l'exception du gouvernement belge, qui demande ce soir des frappes aériennes sur les batteries serbes. L'impuissance des Occidentaux face au drame de l'ex-Yougoslavie, il en est beaucoup question dans un film signé Romain Goupil, sorti mercredi, film intitulé « Lettre pour elle », un coup de colère, pour ne pas dire un coup de gueule, contre la démission de toute une génération. Reportage Pascal Deschamps, Bernard Puissosseau. Toi, moi, qui appartenons à cette génération qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, n'avons pas souffert ni de la faim, ni du froid, ni de l'injustice, ni des guerres. Mais pourquoi ? C'était pour ça ? Le marché ? C'est l'histoire d'un jeune homme en colère contre lui-même et contre une génération qui voulait changer le monde. Aujourd'hui, elle a le pouvoir, le monde n'a pas changé. Comme des poissons devenus insensibles à la lumière, nous sommes devenus aveugles, pis, amnésiques, nous dit-il, frileux parce qu'installés et contents de l'être. Alors Romain Goupil s'interroge, caméra à la main, sur les conséquences de cette passivité, et ses pas le mènent bien sûr dans l'ex-Yougoslavie, catalyseur de nos lâchetés. Je suis encadré par des responsables fantoches de la police de Vukovar. C'est plus du malaise, c'est plus du dégoût, c'est de la haine. Vukovar. Les nationalistes serbes ont obtenu ici une victoire totale contre les Croates. C'était le début de la réalisation de la Grande Serbie, un exemple parfait d'une ville désormais ethniquement pure. C'était en 1991. Qu'avons-nous fait ? Je ne veux pas me retrouver dans la situation des parents, des grands-parents et être l'héritier d'une génération qui m'a seriné après la guerre. On ne savait pas. Maintenant, on sait. Et là, la grande explication et la grande défausse de toute la population, c'est on ne comprend pas, on ne comprend pas, on ne comprend pas ce conflit. Alors, ils comprennent pas. Ils comprennent plus où est la Yougoslavie alors qu'ils y ont été par centaines de milliers comme touristes. Alors, tout d'un coup, c'est les Balkans, c'est un peuple de barbares et tout. Hey, Ademir, the news. What's happened? Just shame. Romain Goupil n'a pas voulu faire œuvre d'objectivité, il refuse de mettre dos à dos agresseur et agressé. Et si par son film, il rajoute encore des images, c'est pour nous poser une question toute simple. Pourquoi nous sommes-nous habitués à toutes celles que nous avons déjà vues depuis le début de cette guerre ? Un mot des manifestations de vendredi à Rennes. Ambroise Guélec, député CDS du Finistère, mis en cause tout à l'heure en direct par Edmond Hervé, le maire de Rennes, nous a appelé pour nous faire savoir qu'il n'avait jamais appelé à manifester hier à Rennes, dont acte.
Dans un instant, la météo avec Nathalie Riouet, avec encore demain dimanche beaucoup de pluie sur la Corse et des risques d'avalanche sur les massifs alpins. Rendez-vous demain à 13h. Excellente soirée avec surprise et taratata. Merci, bonsoir.